Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un baptême sans faute pour le géant des airs. L'Airbus A380 a effectué un premier voyage de près de 4 heures. Il a survolé les Pyrénées avant d'atterrir sur les acclamations de 40 000 personnes. Les deux pilotes saluent le comportement de l'appareil et l'un d'eux est avec nous. Bonsoir Jacques Rozet, bravo et à tout à l'heure. Bonsoir. Une saisie record de cigarettes de contrebande, 37 tonnes, soit près de 2 millions de paquets en provenance de Chine. Une prise qui confirme que le tabac est devenu un objet de trafic, comme la drogue. Des prisons allégées pour des détenus condamnés à des courtes peines. Le gouvernement annonce la création de 2000 places d'ici 3 ans. Il s'agit d'éviter la cohabitation avec les grands criminels. Le Togo sombre dans la violence. Les émeutes ont déjà fait 11 morts. Des centaines de personnes fuient vers le Bénin. Comme en Côte d'Ivoire, les Français sont pris à partie, mais cette fois par les opposants au pouvoir. La fronde des salariés de Carrefour, l'indemnité de 38 millions de l'ex-PDG a du mal à passer. Une grève pour les salaires a été déclenchée dans plusieurs entrepôts. Enfin, l'engouement pour le wingsuit, le costume volant qui rapproche l'homme de l'oiseau. Pour l'instant, il y a encore un parachute, mais ses adeptes rêvent de s'en débarrasser bientôt. Mission accomplie donc pour Airbus. Chacun retiendra de cette journée l'image de ce mastodonte de plus de 400 tonnes qui s'est envolé en douceur, presque au ralenti. L'A380 s'est même permis, avant l'atterrissage, de saluer la foule en effectuant une boucle à basse altitude. Patrice Pellet, Rémi Poissonnier sur place à Blagnac. 10h29, les deux pilotes d'essai poussent les moteurs à fond. Les 400 tonnes de l'Airbus s'élancent alors sur la piste, avec de chaque côté plusieurs milliers de spectateurs. Image impressionnante de l'A380 qui prend de la vitesse et se détache du béton après seulement 34 secondes de course. On entend à peine les moteurs. Au sol, chez les employés d'Airbus, c'est la satisfaction. On est très fiers de participer à ce projet, quoi. C'est une fierté toulousaine. Voir décoller le plus gros avion du monde commercial, c'est quand même quelque chose de beau et d'impressionnant, quoi. C'est Jacques Rozet, ici à gauche, qui est aux commandes pour le décollage. Et c'est le même homme qui, quelques minutes plus tard, nous livre ses premières impressions. Nous sommes actuellement au sud de Toulouse, 13 000 pieds, environ 4 000 mètres. Nous sommes maintenant en train d'essayer le pilote automatique. Ce vol de 4 heures est somptueux. Un trajet en boucle passant au-dessus des Pyrénées, frôlant l'Atlantique, avec un retour par Bordeaux, Albi et Auch. Et puis tout à coup, émotion, une alarme s'allume. On a eu un signal au cockpit comme quoi une des portes de train, pas une des jambes de train, mais une des portes de train n'était pas rentrée. Alors on avait un avion d'accompagnement, il est venu voir, il s'approchait suffisamment près pour regarder et en fait tous les trains étaient rentrés, toutes les portes étaient correctement verrouillées. Fausse alerte donc, et finalement l'A380 se pose vers 14h30 sur la piste de Toulouse-Blagnac dans un tonnerre d'applaudissements. Et là, surprise, à peine l'avion arrêté, Claude Lelay ouvre la fenêtre du cockpit et filme la tribune officielle. Décidément, ces pilotes peuvent recevoir la palme de la décontraction. Le président Noël Forgeard s'adresse ensuite au public dans un anglais teinté d'occitan. Voilà pour ce premier vol, mais il reste encore bien des choses à faire. Dans quelques jours, l'A380 reprendra sa série d'essais en vol pour une période d'1 an, des essais nécessaires et complets avant la livraison de l'avion aux clients. Au sol, quelques 40 000 personnes ont assisté à ce baptême autour de la piste. Ambiance des grands jours, Isabelle de Lyon, Nicolas Auer. Les routes qui longent les pistes bloquées par des forces de l'ordre discrètes mais très nombreuses, il fallait venir à pied. 30 000 personnes sont arrivées. À l'heure où l'équipage monte dans l'appareil, certains campent déjà depuis plus d'une semaine, d'autres ont traversé toute la France. Quand l'avion s'aligne en bout de piste, chacun retient son souffle, mais déjà, il est parti. Extraordinaire! Que ressentez-vous, monsieur? Une grande émotion. C'est inexplicable, mais ça se ressent, ça ne se dit pas, on le ressent. Il ne fait pas de bruit.
dites à Boeing qu'il ne fait pas de bruit. La chaleur, les heures d'attente ne découragent pas les passionnés largement récompensés, car avant d'atterrir, l'avion leur offre un tour de piste supplémentaire. Il fait un passage pour, je pense, remercier tout le monde. On est sans regarder ça, là, on le voit, toute son envergure, c'est impressionnant. Beaucoup de joie et d'émotion quand une fois posé, le nez de l'appareil s'oriente vers ses admirateurs. Les pilotes saluent une foule au 7e ciel. Certains ont suivi par radio toutes les conversations dans le cockpit. Donc ok, tout est prêt, tu peux arriver. Bon, ben on arrive dedans. Ils entendent l'équipage parler d'une bouteille de champagne sous le boîtier électrique à la sortie de l'avion. Eux n'ont pas attendu. Il fallait être là pour le premier jour, il fallait être là pour le premier vol, mais c'est le début d'une longue histoire, c'est le début d'une aventure, donc je reviendrai, c'est sûr. Tous espèrent prendre leur part dans cette aventure en devenant un jour les passagers de la 380. La fête aussi à quelques kilomètres de là, dans le centre de Toulouse. Il faut rappeler que la société Airbus emploie à elle seule 15 000 personnes, sans compter les sous-traitants. Un écran géant avait été installé place du Capitole. Sur place, Vanessa Rouet, David Bress. Quelques instants avant l'atterrissage, place du Capitole. Aucun Toulousain ne quitte des yeux l'écran géant, quand soudain, l'A380, leur avion, s'offre le luxe de survoler la ville. Nous pensions qu'il allait atterrir et puis il est reparti, il nous a fait un petit coucou, il est reparti, il a fait un tour de la ville de Toulouse, ce qui est magnifique. Et puis nous l'avons vu de nouveau arriver sur la piste et c'est une merveille. Les acclamations accompagnent l'événement, les mêmes qui ont accueilli 4 heures plus tôt l'envol du Super Jumbo. Le cœur des Toulousains bat au rythme de celui des pilotes. Il a levé le nez. Il est fort. Toulouse est la région des Pyrénées. C'est un bel avion et il est représentatif. Il est fait chez nous à Toulouse, donc c'est vraiment une grande fierté. La performance technique de faire voler un avion qui va pouvoir transporter 800 personnes dans le monde, c'est fabuleux quoi. Il est immense, il est magnifique. Vive la France, vive l'Europe, vive Airbus quoi. 3, 2, 1, 0. Philippe Douste-Blazy fait une apparition le temps d'un lâcher de ballon, symbole de l'essor économique de toute une ville. Grâce au premier succès de l'A380, l'avion aujourd'hui de tous les superlatifs. Merci d'être avec nous, Jacques Rozet. Je rappelle que vous êtes l'un des 2 pilotes qui a assuré ce vol inaugural. Qu'avez-vous ressenti au moment précis où vous avez, avec Claude Lelay, actionné la commande pour faire décoller l'appareil ? Eh bien, on se prépare à ce genre d'événement depuis très longtemps. On a fait des centaines d'heures de simulateurs. On a tout envisagé, on a répété ça des dizaines de fois. Mais évidemment, au moment de vraiment décoller, on s'apprête à tout ce qui peut arriver. On peut avoir un comportement qui n'est pas exactement celui qui a été vu au simulateur et on est prêt à réagir à toute éventualité. Et au moment où j'ai effectué la rotation, je me suis aperçu que l'avion se comportait exactement comme on l'avait vu au simulateur et peut-être même mieux. Et donc ça a été une immense satisfaction parce que d'emblée on a vu que l'avion était bien né et qu'il se comportait magnifiquement bien et qu'il serait très facile à piloter. Soyez franc, vous aviez un doute, une petite appréhension parce que vous aviez l'air assez décontracté finalement. Non, on n'avait pas d'appréhension, mais vous savez, dans le métier, il faut toujours être circonspect, il faut envisager toutes les éventualités et on se prépare à ça. On se dit, bon, est-ce qu'il va répondre comme j'ai l'habitude qu'il réponde simulateur? Est-ce qu'il ne va pas être trop vif, trop mou? Alors, quelle était l'ambiance ensuite dans le cockpit? Eh bien, au début, on est évidemment très concentré. Hein. Les six membres d'équipage sont focalisés sur la tâche qu'ils ont à accomplir et à mesure que le vol s'est déroulé, comme on voyait que vraiment tout marchait très bien, que tout était
selon les plans. L'ambiance a toujours été excellente, mais on s'est un peu décontracté au bout de quelques temps de vol. Oui. Alors vous restez avec nous, Jacques Rozet. Il n'y a pas qu'à Toulouse que les regards étaient tournés vers vous. Une centaine de télévisions du monde entier étaient là. Mais on a aussi suivi ce vol inaugural avec une attention particulière chez les sous-traitants d'Airbus. Tous les hommes et les femmes qui ont participé à sa construction se sont arrêtés pendant quelques minutes. Images de Bouguenais près de Nantes, de Bidos près de Bordeaux et de Molsheim près de Strasbourg, assemblés par Valérie Fourniou. Ingénieurs, mécaniciens ou secrétaires, c'est le résultat de leur travail accompli qu'ils applaudissent. Après 3 années passées à la construction à Bouguenais près de Nantes de la structure centrale de l'A380, ici acheminée vers Toulouse, ce premier vol réussi est plus qu'un soulagement. C'est vraiment un exploit, enfin un beau travail réalisé et on est très fiers de ce chef-d'œuvre. Ému? Oui, très ému. C'est un grand moment d'émotion pour nous parce que on attendait ça depuis quelques temps et c'est une part de chacun qui a décollé là. Eux, c'est le train d'atterrissage qu'ils ne quittent pas des yeux. Ils l'ont conçu ici à Bidos, dans l'usine Messier-Doty. Et lorsque les roues quittent le sol, leurs sentiments s'envolent. C'est un moment très très fort. Quand on sait ce qu'on a travaillé, ce qu'on a fait comme effort pour en arriver à ce résultat-là, c'est vraiment c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Je disais à un de mes collaborateurs ce matin, à 50 ans, je me retrouve aujourd'hui comme un enfant. Le plaisir de voir cet avion voler, c'est quelque chose. Je crois que ça restera inoubliable. Mais les données techniques sont très attendues. Ces résultats qui valideront ou non leur travail. On est en train de récolter des informations et vérifier que tout ce que nous avons conçu, calculé, est selon nos prévisions. À Strasbourg, ils fixent aussi le train d'atterrissage. Ils ont conçu son système d'orientation et de régulation. Les visages se décrisperont une fois l'A380 au sol. Et puis autre réaction, et vous allez l'entendre, c'est un fait assez rare, le Conseil des ministres a été interrompu quelques instants par une salve d'applaudissements lorsque Jacques Chirac, informé par une note, a annoncé le décollage. On écoute 3 des ministres présents. Oui, bien sûr, le président de la République. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il nous a dit que l'avion avait décollé à 10h29 et il y a eu, ce qui est assez rare, des applaudissements au sein du Conseil des ministres. C'est une très belle victoire pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Europe et pour l'ensemble des pays qui y participent, pour nos ingénieurs, pour nos techniciens. C'est un coup de fouet pour l'Europe puisqu'il s'agit d'une réalisation européenne. Il est certain que nous aurions eu beaucoup plus de mal à obtenir un tel résultat si nous ne l'avions pas fait dans un cadre européen. Oui, Jacques Chirac parle pour sa part, je cite, d'un magnifique résultat pour la coopération industrielle européenne. Le président de la République se rendra d'ailleurs demain à Toulouse. L'Élysée indique qu'il souhaite féliciter l'ensemble des personnels d'Airbus. Et ce qui a frappé tous ceux qui étaient devant leur poste et encore plus au bord de la piste, c'est bien sûr la masse énorme de l'appareil et aussi son envergure de près de 80 mètres, des ailes géantes et très souples qui battent presque comme celles des oiseaux. Frédéric Monteil, Philippe Luzzi. Ça se voit à peine, mais l'Airbus A380 bat des ailes. Ce n'est pas une figure de style, mais une figure imposée par les lois de l'air. Aujourd'hui, la plupart des avions ont des ailes souples comme celles des oiseaux. En exagérant un peu, on obtient ça. Si on force trop, c'est le crash. Sur l'Airbus, au décollage, à l'atterrissage ou en vol, les ailes peuvent s'étirer jusqu'à 5,50 m. Pour éviter une trop grande déformation, l'extrémité a été lestée avec des réservoirs de carburant de 2 tonnes. La souplesse reste indispensable pour la sécurité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se paniquer quand on est passager, qu'on voit l'aile qui se soulève au moment du décollage, c'est tout à fait normal. Et surtout dans les turbulences qui sont très sévères, les ailes amortissent les chocs liés au changement de masse d'air, changement de température qui font que l'avion descend, ce qu'on appelle communément les trous d'air. Des ailes souples comme des ressorts, l'idée ne date pas d'hier. En 1951, on vérifiait à la main leur flexibilité. Dans ces années-là, on mesurait aussi leur solidité grâce à des vérins. Aujourd'hui, l'informatique remplace les tests mécaniques. Fabriquées en Angleterre, les ailes de l'A380 arrivent en France par bateau. Ce sont les ailes les plus grandes du monde, 36 mètres de long. À la base, 3 mètres d'épaisseur et tout au bout, la finesse d'une feuille de papier. Airbus n'a pas misé sur des plumes d'acier, mais un savant mélange de matériaux légers et résistants.
carbone, aluminium et fibres de verre, capables de s'étirer sans casser à 900 km/h. Et on vous retrouve, Jacques Rozet, pour le spécialiste que vous êtes. Et après cette expérience de quelques heures, est-ce qu'il est très différent à piloter cet avion-là, la 380 ? Justement non, c'est ce qui fait la vertu des avions Airbus, c'est-à-dire que grâce aux commandes de vol électriques, on peut régler la réponse de l'avion, le comportement de l'avion à peu près comme on veut, et on règle l'A380 pour qu'il ait un comportement similaire au comportement des autres avions de la famille, de sorte qu'un pilote d'Airbus peut passer d'un type d'Airbus à l'autre sans être dépaysé. Et le 380 l'a montré aujourd'hui, il remplit parfaitement cette fonction. Alors pour terminer, si vous deviez lui donner une note sur 10 ? Moi, sur 10 ? Sur 10 ? Moi, je lui mets 10 sur 10. Je lui mets 10 sur 10. Pour un premier vol, un avion aussi nouveau, avec autant de technologies nouvelles, avoir un comportement comme ça, moi, je lui mets 10 sur 10. Eh bien voilà la note de Jacques Rozet, l'un des deux pilotes. Merci d'avoir été avec nous, l'un des deux pilotes qui a procédé à ce vol inaugural. Merci. Alors les essais vont se poursuivre pendant 1 an et la 380 commencera à voler pour de bon avec des passagers au 2e semestre 2006. Il y a déjà 154 commandes fermes à 200 millions d'euros l'unité. Airbus espère tout simplement supplanter Boeing sur le créneau des jumbo jets. Les deux compagnies n'ont pas du tout la même analyse du marché. David Boéry, Florence Grandon. L'A380 ou le 787, un avion géant pour transporter le maximum de passagers ou un avion économique pour relier directement toutes les villes. Un choix stratégique pour les compagnies aériennes dans les 20 prochaines années. Avec la 380, Airbus parie sur les gros porteurs. Cet avion peut traverser le Pacifique en transportant de 550 à 800 personnes et en consommant moins de 3 litres de kérosène par passager aux 100 km. Principal objectif, réduire les embouteillages sur les grands aéroports. Dans le cadre de la limitation des infrastructures, notamment des aéroports, ça va permettre de désengorger partiellement certaines destinations. Pour rentabiliser l'avion, Airbus doit vendre au moins 300 appareils. Pour l'instant, 154 commandes ont déjà été enregistrées. Chez Boeing, autre stratégie, l'américain ne croit pas au succès des gros porteurs, mais parie sur le futur 787. Un avion plus petit avec seulement 260 passagers à bord, mais capable de voler sur plus de 15 000 km. Il pourra relier directement toutes les villes dans le monde. L'avenir, ce sont des avions qui permettent aux compagnies aériennes d'offrir à leurs passagers la possibilité de faire toutes les liaisons que ceux-ci demandent, dans des conditions d'exploitation nouvelles, beaucoup moins chères. L'argument a déjà séduit 18 compagnies. Elles se sont engagées à en acheter plus de 200 exemplaires. Deux stratégies différentes, mais un point en commun, le 8 présent sur les deux avions. Ce chiffre porte bonheur en Chine. Signe que c'est bien en Asie que se joue la bataille entre Airbus et Boeing. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce premier vol réussi de l'A380. Une saisie record de cigarettes de contrebande. Elle confirme qu'avec l'augmentation des prix, le tabac est devenu l'objet d'un trafic au même titre que la drogue. Les douanes ont intercepté 37 tonnes de cigarettes, près de 2 millions de paquets. C'est du jamais vu en France. Anne-Sophie Chaumier-Lecomte, Jean-François Monnier. Au rond-point, il part à gauche, il part à gauche. Les douaniers en sont convaincus. Ce camion qu'ils suivent depuis Le Havre est rempli de cigarettes de contrebande. Ils ne se sont pas trompés. Dans ces cartons, 9 tonnes de cigarettes de contrefaçon. 9 tonnes, probablement destinées au marché français. Au même moment, dans le port du Havre, 3 conteneurs sont ouverts. Au total, les douaniers viennent de saisir plus de 37 tonnes de cigarettes contrefaites. 3 trafiquants sont interpellés. Fabriquée en Chine, la marchandise transitait par l'Afrique, histoire de brouiller les pistes. Puis les conteneurs arrivaient en France via Le Havre. Le 11 avril dernier, les douaniers du port décèlent des anomalies sur 4 d'entre eux. Un contrôle au rayon X confirme la présence de cigarettes à la place des marchandises déclarées. Immédiatement, les douanes organisent une filature jusqu'en banlieue parisienne. Plutôt que de faire une saisie sèche sur le port à l'arrivée, eh bien, vous laissez filer la marchandise, vous laissez circuler cette marchandise le plus loin possible pour remonter jusqu'aux organisateurs. Cette saisie de cigarettes contrefaites est la plus importante jamais réalisée en France. Fait nouveau, les douaniers estiment qu'1 quart de la marchandise était destinée au seul marché français.
Une nouvelle agression dans un hôpital psychiatrique à Pierrefeu, cette fois dans le Var. Une infirmière a été molestée, menacée avec un couteau et attachée sur une chaise. Elle a pu se libérer, elle a sauté par une fenêtre et s'est blessée à la jambe. L'agresseur a pris la fuite. Là encore, les syndicats dénoncent le manque de personnel. Anouk Burel. Choqués. Tous les agents de l'hôpital psychiatrique viennent d'entamer un mouvement de grève illimité. Le double meurtre de Pau est dans tous les esprits. Une infirmière de 50 ans a été agressée dans la nuit. Sa collègue témoigne, elle n'a pas voulu apparaître à l'écran. Il est arrivé, l'a menacé donc avec son arme blanche, lui a donné un coup au visage et ensuite a arraché le fil du téléphone, l'a menée dans cette salle-là. Une fois qu'elle a été ligotée et enfermée dans cette pièce, il a fouillé toutes ses affaires. Bon, apparemment, il n'y aurait pris que de l'argent. L'infirmière réussit à s'enfuir par la fenêtre. L'agresseur au couteau disparaît. Il a volé 20 €. Toute la journée, les syndicats ont demandé un renfort de la sécurité dans tous les établissements psychiatriques. Malheureusement, ce que nous réclamons depuis des années n'arrive que lorsqu'il y a un drame ou une catastrophe qui est avérée. À partir de ce soir, un agent de sécurité patrouillera dans ce parc de 24 hectares. L'agresseur, lui, n'a pas été identifié. Une annonce du ministère de la Justice, des prisons allégées entre guillemets vont être proposées aux détenus condamnés à de courtes peines. L'idée, c'est d'éviter la cohabitation entre petits délinquants occasionnels et grands criminels. Ces établissements seraient construits à côté des maisons d'arrêt avec des mesures éducatives soutenues pour préparer la sortie. Karine Comazzi, Frédéric Basile. L'arme anti-récidive. C'est ainsi que le garde des Sceaux a défini son projet de quartier pénitentiaire pour les courtes peines. Chaque année, sur les 105 000 condamnations prononcées, 90 000 sont des peines inférieures à 1 an et 50 000 inférieures ou égales à 4 mois. Des petits délinquants qui côtoient le grand banditisme. Je souhaite que, autant que cela est possible, les courtes peines soient séparées des peines plus longues. Et je crois qu'il en va de la capacité à la prison d'être non seulement une sanction, mais aussi d'être un élément de rééducation. Sur la base du volontariat, un condamné incarcéré pour une courte peine pourra être placé par le directeur de l'établissement dans une structure rattachée à la maison d'arrêt. Une cellule individuelle, une surveillance moins présente et surtout un programme pédagogique adapté au délit. Le tout pour une durée de 1 à 6 semaines. Ces prisons d'un nouveau type verront le jour en 2007 sur 3 sites pilotes. À Fleury-Mérogis en région parisienne, à Strasbourg et à Seyss près de Toulouse. Dans ces petites structures de 30 à 120 places, 20 000 prisonniers devraient purger chaque année une peine allégée. Et puis à propos d'innovation judiciaire, le tribunal de Bobigny, qui souhaite améliorer et accélérer l'exécution immédiate des peines, a mis en service une borne bancaire pour régler tout de suite une amende après condamnation. Il s'agit tout simplement d'un terminal de paiement électronique directement relié à la trésorerie générale. À l'étranger, les émeutes continuent au Togo. Bilan provisoire, 11 morts. Le principal opposant au régime s'est à son tour proclamé président. La France est accusée de soutenir le pouvoir en place. Une trentaine de ressortissants français ont même dû être protégés par la police locale. Samassoula. C'est dans ce quartier de B, fief de l'opposition, que les affrontements ont été aujourd'hui les plus violents. Armés de lance-pierres et de machettes, les opposants contestent la victoire de Faure-Gnassingbé. Hier, lorsque Lomé a basculé dans la violence urbaine, les manifestants s'en sont pris aux Occidentaux. Calfeutré dans sa maison, ce ressortissant français s'est retrouvé encerclé par une centaine d'émeutiers. Comme ils ont vu que le portail tenait assez bon, ils ont tapé. Et quand j'ai vu que le portail allait céder, bon, je suis sorti, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Il y avait une pluie de cailloux, ils balançaient des cocktails Molotov dans le jardin. Et j'ai été obligé de tirer quand même jusqu'à plus de 200 cartouches, donc ils sont partis. En l'air, naturellement, pour effrayer un peu les gars. Mais je crois que tout le monde va foutre le camp, parce que c'est vraiment une très mauvaise ambiance. J'ai jamais eu peur comme en ce moment, jamais. Exfiltré par l'armée togolaise, ce Français s'est réfugié dans un hôtel où se sont depuis regroupés de nombreux Occidentaux. Cet après-midi, le chef de l'opposition, Emmanuel Bob Akitani, s'est autoproclamé président. Faure-Gnassingbé, le président élu, appelle lui à l'apaisement et à l'unité nationale. Je crois à l'unité nationale. Je pense que l'unité nationale ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il faut un début. Aucune évacuation n'est à l'ordre du jour, même si le scénario à l'ivoirienne est dans tous les esprits.
Et Paris ce soir appelle au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons que là-bas aussi, les Français avaient été pris pour cible, cette fois par les proches du régime. La plupart ont dû regagner la France. Plusieurs mois après, nous avons voulu savoir ce qu'ils étaient devenus. Eh bien, le constat est amer, en particulier pour les chefs d'entreprise. Dans de nombreux cas, les assurances n'ont rien payé. Ils repartent de zéro. Reportage Dorothée Cochard, Frédéric Capron. Par la force des choses, Marc et sa compagne Floriane sont revenus vivre à Strasbourg, chez leurs parents. Il y a encore 6 mois, ils vivaient dans ce petit paradis de Côte d'Ivoire. Ils y avaient investi leur fortune il y a 6 ans. Un complexe hôtelier d'une quinzaine de bungalows en bord de mer. Une affaire qui marchait bien jusqu'à ce jour de novembre où tout bascule. Des miliciens débarquent en pleine nuit. Ils commencent à mettre le feu. Les clients vont se réfugier sur la plage. Tout le monde s'est caché un peu n'importe où, un peu où il pouvait. On a passé la nuit, on a vu l'hôtel brûler en live dans la nuit. Et le lendemain matin, voilà, on a retrouvé notre outil de travail totalement saccagé, incendié. Retour en France. Pour s'en sortir financièrement, le couple comptait sur son contrat d'assurance. Et on pensait être bien assuré auprès d'une compagnie française, pensant justement, je dirais, avoir affaire à, des compagnies solvables. Et de notre avenir, de notre devenir, de ce qu'on a subi, c'est pas le problème. Voici la lettre que leur a envoyée leur compagnie d'assurance. N'entre pas dans la garantie de notre contrat tout dommage occasionné par des mouvements populaires. Ils ne toucheront donc pas la moindre indemnisation pour l'hôtel, ni pour leur véhicule, ni pour leur domicile. À 47 ans, sans travail, RNiste, Marc se retourne vers les pouvoirs publics, qui avaient octroyé aux Français le statut de rapatriés et promis de débloquer des fonds. Donc il y a quand même eu des mesures exceptionnelles. Oui, 750 € par personne, le RMI et la CMU. Voilà les mesures exceptionnelles. Nous, on a perdu 600 000 €. Tout simplement. On a perdu 600 000 €, on a 150 000 € de dette. Comme eux, 6 mois après leur départ précipité de Côte d'Ivoire, une centaine d'entrepreneurs se retrouvent sans aide en France. 8500 rapatriés en tout. En bref, la première audience générale de Benoît XVI, près de 15 000 fidèles ont salué, applaudi le nouveau pape arrivé à bord de la fameuse Papamobile. Pour un discours remarqué, Benoît XVI a en effet souligné, comme il l'a déjà fait souvent en tant que cardinal, les racines chrétiennes de l'Europe. Rappelons que le Vatican a officiellement regretté que la formule ne soit pas présente dans la nouvelle constitution européenne. Et puis ce rappel quotidien en Irak, notre consoeur Florence Obna et son guide Hussein Hanoun sont retenus en otage depuis 112 jours maintenant. La fronde des salariés de Carrefour, je vous le disais, une grève pour les salaires a été déclenchée dans plusieurs entrepôts, mais le contexte est bien évidemment particulier. L'indemnité de 38 millions de l'ex-PDG Daniel Bernard, on en parlait la semaine dernière, alimente le mécontentement. Christelle Marty, Laurent Desbois. Ces salariés manutentionnaires du groupe Carrefour en ont gros sur le cœur. Depuis une semaine, ils réclament une hausse de leur salaire de 50 € bruts par mois. La direction ne leur a accordé que la moitié. Mais la retraite dorée de leur ex-PDG a mis le feu aux poudres. Vous pouvez voir comme moi, derrière moi, aujourd'hui la colère que ressentent ces salariés quand on y refuse l'augmentation de 50 € et qu'on apprend par la presse avec quoi Daniel Bernard est parti. Et pour quelle raison il est parti? Parce qu'il n'a pas su monter l'entreprise à un certain niveau. Et nous obligés de faire grève pour 50 €, ouais, c'est inadmissible, je pense. En tout, 18 entrepôts du groupe en France ont cessé le travail aujourd'hui à l'appel de plusieurs syndicats. Ces derniers réclament de nouvelles négociations avec la direction. En attendant, le mouvement continue sans affecter pour le moment l'approvisionnement des magasins. La hausse des prix du gaz, notez-le, ce sera entre 7 et 8% au 1er juillet. C'est le chiffre donné par le ministre de l'économie Thierry Breton. Il s'agit de répercuter la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz de France liés au cours du pétrole. La campagne du référendum sur la Constitution après Jacques Chirac, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a à son tour débattu avec des jeunes à Amiens.
Cette fois, la plupart portaient des badges UMP et il n'y a eu ni mauvaise surprise, ni expression de réel mécontentement. Le Premier ministre a indiqué que le monde n'attendra pas les hésitations de l'Europe. La France, en cas de non, n'aura plus qu'un petit filet de voix. Fin de citation. À gauche, l'événement, c'est le retour au premier plan de Lionel Jospin, première grande émission à la télévision depuis la défaite de la présidentielle. Ce sera demain soir, juste après ce journal, dans Questions ouvertes. Et beaucoup se demandent, bien sûr, si l'ancien Premier ministre va se relancer pour de bon dans la bataille politique. Jeff Wittenberg, Éric Delagneau. Ce jour-là, beaucoup de militants avaient vraiment cru à la fin de sa carrière politique. Et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. C'était un soir de défaite. 3 ans plus tard, le décor est toujours rouge, mais Lionel Jospin ne donne plus du tout l'impression d'être retiré de la vie politique. La position du Parti socialiste est donc le oui, c'est celle que défend notre premier secrétaire. Pour lui, pas question de se laisser bousculer. Tout à l'heure, on a dit. C'est une constante depuis 3 ans. Lionel Jospin fixe lui-même le rythme et le contenu de ses apparitions. D'abord à l'écrit, puis devant les militants de sa section parisienne, puis à la tribune d'un meeting. Demain, il ira donc encore plus loin en défendant le oui à la Constitution et en s'exprimant surtout pour la première fois depuis 2002 devant des millions de Français. Lionel Jospin, il est totalement désintéressé aujourd'hui. Il est donc prêt à dire aux Français ce qu'il croit juste pour l'Europe et pour le pays. Désintéressé Lionel Jospin, le camp du non au PS n'en croit rien. Il a le virus, quoi, hein, donc ça ne le lâchera pas. Même si lui a pu croire que ça allait le lâcher, ça ne le lâchera pas. L'été dernier, pour son retour en Corin à l'université du PS de La Rochelle, une haie d'honneur attendait Lionel Jospin, composée de ses anciens ministres. Pas tous, cependant. Laurent Fabius, qui prenait déjà ses marques, ne voulait pas être sur la photo. Voilà, demain soir, après ce journal, Questions ouvertes, Lionel Jospin qui répondra aux questions d'Alain Duhamel. Et à propos d'Europe, c'est demain que la Commission entamera son enquête en vue d'une éventuelle procédure de sauvegarde face au textile chinois. On a parlé de la crise en France, mais que dire des pays où l'industrie textile est un secteur vital? La Tunisie, par exemple, 1 ouvrier sur 2 est concerné là-bas. Près de Tunis, reportage Jérôme Soulard, Gilles Jacquier. Le souk de Tunis, c'était le paradis des babouches. Mais depuis quelque temps, le prêt-à-porter local est sérieusement concurrencé par les produits chinois, chaussures, vêtements ou tissus. La production tunisienne, elle est aussi de bonne qualité, mais elle est plus chère. On achète celle-là, c'est moins cher. La concurrence chinoise inquiète, surtout les ouvrières des usines de textile. Depuis 10 ans, Malika perçoit le seul salaire de la famille, 130 € par mois pour 48 heures de travail hebdomadaire. Pas si mal. C'est un bon travail pour nous, explique Malika. Il faut que ça continue. Pour nous, l'avenir, c'est de pouvoir travailler à l'usine. Ailleurs, les licenciements ont déjà commencé, pas ici. Mais comment résister encore plus longtemps aux Asiatiques? Si on fait un survêtement comme ça en Chine, on est à plus de moitié prix par rapport au groupe de chez M. Rikik, hein, de Christine Confection. Hein. C'est ça surtout le problème. Hein. Depuis 8 ans, on se préparait à la compétition. Rien n'y a fait. Le chiffre d'affaires a baissé de 20% depuis janvier. Les clients s'en vont et le patron, pour tout dire, est un peu désabusé. C'est une concurrence déloyale. Effectivement, on ne peut pas comparer à une main-d'œuvre qui se contente d'un petit bol de riz avec une main-d'œuvre là où elle remplit toutes les conditions nécessaires. En Tunisie, la déferlante chinoise fait aujourd'hui trembler tout le pays. 250 000 emplois sont ici directement menacés. Au Maghreb, on se tourne donc aujourd'hui vers l'Europe, vers Bruxelles, pour tenter d'éviter une catastrophe économique. Un témoignage étonnant maintenant sur l'amour et le pardon, celui du couple Gaudry. Vous vous en souvenez sans doute, en décembre dernier, Jean-Jacques Gaudry, le mari, était condamné pour avoir tenté d'assassiner sa femme, Chantal Gaudry, d'un coup de fusil. Grièvement blessée, elle est devenue aveugle. Lui était dépressif, il projetait de se suicider. Et à la barre, c'est elle qui avait supplié les jurés de lui pardonner son geste. Eh bien aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Ils racontent leur histoire dans un livre, Blessures d'amour, aux éditions Michel Lafon. Yann Fronty, Christian Gallet. Il a voulu la tuer, mais ils s'embrassent, en larmes, leur fils à leur côté, comme si cela n'était jamais arrivé. Jean-Claude Gaudry, qui encourait une peine de prison à perpétuité, ressort libre du tribunal. Au procès, sa victime, sa femme, a témoigné pour qu'il ne soit pas condamné. Ce que j'ai fait à Chantal, tout ce qu'on souhaite, ça va me suivre toute ma vie. 5 mois ont passé. Inséparables, ils partagent aujourd'hui ce modeste appartement. Si Chantal est aveugle, c'est à cause de son mari.
Non, un peu plus là. Voilà. En septembre 2002, criblé de dettes, dépressif, il lui a tiré un coup de fusil dans la tête. Il savait que là, étant en contentieux, c'était tout perdre, qu'il n'avait plus d'issue, que bon, il perdait la maison, il était à la rue. Il faudrait être réaliste. C'est sans doute ce qui a dû se passer dans sa tête. Miraculée mais handicapée à vie, Chantal, très croyante, a choisi de lui pardonner. Je comprends son geste, c'est certain. Même si ça peut paraître tout à fait incompréhensible pour d'autres, moi je comprends. C'est une chose que je ne peux pas me pardonner. Je me lève avec, je vis avec, je me couche avec et je dors avec. Cette situation, parce que j'ai vu une épouse qui était pleine de vie et je suis enlevé cette chose. Aujourd'hui, ils vivent au milieu d'images pieuses et tentent de se reconstruire doucement. 35 ans de vie commune, une terrible épreuve. Chantal ne peut pas se passer de son mari. Moi, ce qu'il me faut, c'est que Jean-Claude soit toujours le plus proche possible de moi, quoi. C'est sûr, comme on l'avait toujours été. Sa force, Chantal Gaudry la puise entre autres en rendant visite quotidiennement à des religieuses qui l'ont accompagnée depuis son accident. Allez, on continue de prier, Depuis le premier jour, elle a pardonné à son mari parce qu'elle aime son mari. Et elle sait que, envers et malgré tout, cet amour est le plus fort. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudry a retrouvé du travail. Avec sa femme, il devrait emménager dans quelques jours dans un plus grand appartement pour tenter de réapprendre à vivre normalement. L'environnement avec ce constat encourageant du syndicat pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. La Seine devient plus propre. C'est une certitude. Certains poissons disparus depuis des décennies sont même de retour. Marion Pilas, Jean-Louis Melin. À première vue, il faut être un peu inconscient pour pêcher dans la Seine. Et pourtant, on y trouve désormais des truites, des goujons et même quelques saumons comme celui-ci. Même si, une fois la caméra immergée, on peut avoir quelques doutes, les scientifiques l'affirment, la qualité des eaux s'améliore. Une fois par semaine, ces deux techniciens du syndicat d'assainissement des eaux d'Île-de-France contrôlent la qualité de la Seine à l'aide de sondes à oxygène. Ça nous sert à transmettre des données, donc l'oxygène et la température. Nous pouvons mesurer tous les quarts d'heure via ligne téléphonique. À l'autre bout de cette ligne, les données envoyées par la sonde sont archivées. Ici, sur cet ordinateur, l'évolution de la qualité de l'eau depuis 10 ans, pas toujours très régulière. Ici, voilà la teneur en oxygène dissous, et puis deux petits accidents. Eh bien, ça veut dire que nous avons eu des déversements d'eau un peu polluée à ce moment-là. Déjà, les mesures que nous faisons sur les poissons de Seine nous montrent que nous satisfaisons totalement aux normes françaises. Se baigner dans la Seine, c'est un petit peu plus compliqué parce que les normes de baignade sont très contraignantes et il faudra faire de très gros efforts si on veut retrouver la capacité de se baigner dans la rivière. En Île-de-France, 4 usines d'épuration rejettent chaque jour dans la Seine 3 millions de mètres cubes d'eau dépolluée. Leur activité est surveillée de près et pour cause, si Paris organise les JO en 2012, des épreuves sont censées se dérouler sur et dans le fleuve. Un sport étonnant maintenant, un sport à la poursuite d'un rêve, celui d'Icare, celui de l'homme-oiseau. Grâce à des combinaisons spéciales, ces adeptes réussissent à voler. Pour l'instant, ils ont encore un parachute, mais beaucoup espèrent bientôt s'en passer. Manuel Tissier. La maison près de la fontaine. Voilà, alors ça n'est pas tout à fait la poursuite du rêve de l'homme-oiseau. Mais nous allons y venir maintenant, donc avec cette discipline pratiquée par de plus en plus d'adeptes. Donc ces combinaisons spéciales qui permettent de flotter dans l'air, d'amortir la chute. Reportage Manuel Tissier. La Terre en point de mire, le ciel comme terrain de jeu. Les hommes-oiseaux fondent sur la planète. Depuis 4 ans, la discipline fait fureur chez les experts en parachutisme. Grâce à leurs costumes de haute technologie, les Soul Flyers transforment la chute en voyage. Ils volent tout simplement. Des corps célestes livrés au courant d'air pendant 7 à 10 minutes. Même pas peur. Tant qu'on est en chute, on n'a aucun risque. Le seul risque qu'on a, c'est le sol. C'est le premier obstacle qu'on peut rencontrer en fin de compte. Malgré tout, l'exercice est un exploit physique. Le swimsuit, nom à la fois de la combinaison ailée et de ce nouveau sport, permet de ralentir la chute.
100 km/h, voire moins, au lieu de 200 km/h pour le vol libre. Le rêve de ces oiseaux qui ressemblent à des hommes est de pouvoir un jour atterrir sans parachute. Football, la Ligue des Champions, un premier pas vers la finale pour le Milan AC. Victoire hier face au PSV Eindhoven 2-0. But de Shevchenko et de Thomasson. Le match retour, ce sera la semaine prochaine aux Pays-Bas. Et voici le deuxième but. De la chanson, revoici Nino Ferrer. Le chanteur, vous le savez, a disparu il y a 6 ans, mais ses plus grands tubes revivent. Une dizaine d'artistes ont voulu lui rendre hommage en reprenant ses succès. Olivier Lenuzza, Didier Dahan. La maison près de la fontaine. Christophe Miossec se rend dans un studio d'enregistrement à Paris. Entre Elena Noguera. Tous se sont donné rendez-vous pour interpréter Nino Ferrer. L'artiste s'est suicidé il y a 6 ans, mais il ne répond toujours pas aux abonnés absents. Depuis 1966, le téléphone On peut y aller sonne toujours. Bernadette, elle est très chouette, et sa cousine, elle est divine. et son cousin, Il est malsain. Je dirais même que c'est un bon moyen. Gaston, J'ai le téléphone qui sonne, mais y a jamais personne. il irait bon. Ça me rappelait mon papa en fait quand j'étais petite, j'ai cru que c'était lui qui l'avait inventé. On était à la maison, puis quand le téléphone sonnait, il disait Gaston, il chantait ça. Souvent je te revois au bord de la mer avec tes cheveux collés par le sel et le soleil de l'été. Miossec suivi de la grande Sophie. Qu'il en soit, je voudrais être noir. Je voudrais être... On peut danser sur ta musique. Sur la musique française ou la chanson française, il y en a peu qui sont allés jusque-là où on peut justement se permettre de danser et dire des choses plus graves. La futilité et la poésie des mots. Si peu de temps et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, toi tu parlais de ton pays. L'hommage rendu à Nino l'Italien qui marqua de son sourire toute une époque. La douceur de ton corps. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 21h Louis Page, 1h dernier journal Laurence Piquet, 1h25 des mots de minuit Philippe Lefebvre, dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra le ministre des Affaires étrangères Michel Barnier. On se quitte sur cette partie de tennis un peu spéciale, pas de balle, pas de raquette, mais des poids lourds, ces bisons échappés d'une ferme voisine à Baltimore aux États-Unis. Il a fallu plusieurs heures pour les faire sortir. Avantage bison, à demain.